Bonjour et bienvenue dans les voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne de manière hebdomadaire. Oui. Nous voilà de retour à 3 pour ce 9e épisode. Rebonjour Émilie, j'espère que les examens se sont bien passés. On arrive doucement vers la fin de cette saison, on sait, vous avez les yeux remplis de larmes, mais soyez prêts pour ce nouvel épisode. Simonet, quel est le menu ? Et donc, au menu aujourd'hui, cette semaine, nous avons préparé nos chroniques habituelles. La chronique initiative pédagogique porte sur les projets Actine. Et non, cette fois, je ne parle pas d'une protéine, mais d'un programme pour l'apprentissage des langues et la sensibilisation culturelle. Dans la chronique Actu et événements étudiants, nous allons vous présenter 2 conférences à ne pas louper à l'occasion de l'inauguration de l'amphi Louise Weiss. La Minute Bien-être se consacre cette semaine aux différentes techniques de mémorisation et enfin, la chronique décalée abordera les palais mentaux de manière assez originale. On a hâte de vous présenter tout ça. Mais pour commencer, suite à nos épisodes focus sur les métiers d'enseignant et celui d'enseignant-chercheur, nous vous présentons cette semaine un focus sur les métiers de CPE, ou autrement dit conseiller principal d'éducation. Pour ce faire, nous accueillons Madame Karine Fuchs, CPE, mais aussi coordinatrice pédagogique second degré du Master MEF, encadrement éducatif parcours CPE à l'INSPE. Elle va nous parler de ses tâches au quotidien en tant que CPE et surtout comment elle gère les différents enjeux de son métier. Vous allez tout savoir et mieux comprendre l'importance de ses rôles au sein des établissements scolaires. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Madame Fuchs, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre podcast pour en apprendre un peu plus sur le métier de CPE. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et décrire en quelques mots votre métier ? Bonjour, donc je suis Karine Fuchs, je suis à mi-temps, je travaille donc CPE dans un établissement en collège REP+ à Mulhouse et en autre mi-temps j'interviens à l'INSPE dans le master encadrement éducatif CPE, parcours CPE. D'accord. Donc mon métier, pour décrire le métier de CPE, c'est essentiellement accompagner les élèves dans leur parcours de scolarité, mais hors classe. J'ai bien distingué. En fait, on s'occupe de tout ce qui est en dehors de la classe. Si vraiment je devais simplifier. Ça va de l'accueil, de l'organisation des modalités d'accueil de l'élève et de prise en charge dans son quotidien. Et plus après, sur une impulsion du volet éducatif de l'établissement, avec la partie accompagnement des élèves, mais aussi accompagnement des équipes et de conseiller des équipes différentes d'un établissement et de la communauté scolaire. D'accord, très bien. En fonction des objectifs de la politique éducative de l'établissement. D'accord, donc ça c'est un peu l'ensemble de vos tâches au quotidien, ou est-ce qu'il y en a encore d'autres C'est essentiellement ça. Mhm. Ça, c'est vraiment les grands axes du métier. Et donc, ces tâches sont-elles différentes dans un établissement, donc lycée ou collège, ou est-ce qu'elles sont identiques ? Ça va être différent d'un établissement, alors collège-lycée, oui, parce qu'on est sur un développement de l'autonomie, mais la notion d'autonomie va être complètement différente en fonction de où on se situe, c'est-à-dire en collège ou en lycée. Et ce paramètre d'un développement de l'autonomie va quand même conditionner aussi tout ce qu'on va mettre en place au quotidien, et même dans la façon dont on construit l'accompagnement éducatif avec les jeunes et les partenaires autour. Parce que aussi les échéances ne sont pas les mêmes, qu'on s'inscrit dans une continuité de parcours. Alors ça, c'est un peu le commun, c'est qu'on va vraiment s'articuler autour de ce parcours de développement du jeune jusqu'à après son bac ou après soit l'arrivée dans la vie active ou l'arrivée dans les études supérieures. Donc il y a déjà cette différence-là, et après il y a une différence vraiment d'un établissement à l'autre parce que on s'appuie vraiment sur les spécificités, le diagnostic et les spécificités des contextes professionnels qui sont différents. Donc vous avez parlé de partenaires, avec quels acteurs de la communauté éducative travaillez-vous au quotidien ? Alors au quotidien, à l'interne dans les établissements, il y a tous les métiers qu'on va retrouver, les équipes enseignantes, les équipes de direction. Nos partenaires privilégiés vont être le service qu'on pilote et qu'on organise, c'est-à-dire le service vie scolaire. Et puis on va retrouver ensuite les équipes médico-sociales, les psychologues de l'éducation nationale, et ensuite au niveau des parents.
aussi. Et au niveau de l'extérieur, ça va être des partenaires en fonction, pareil, des spécificités locales. Donc là, par exemple, sur Mulhouse, ça va être les éducateurs de quartier, par exemple, la ville, enfin les représentants de la ville. Ça va vraiment dépendre après d'un établissement à l'autre. D'accord. Et donc, en tant que membre pivot, justement, entre tous ces différents partenaires, comment gérez-vous l'urgence quand tout le monde peut se tourner vers vous pour trouver une solution rapide et efficace dans certaines situations ? Justement, c'est de s'extraire de l'urgence, là où effectivement il y a l'urgence liée à un flux d'activité quotidien et imprévu qui peut accaparer, et il y a aussi toutes les demandes vers un CPE sont tout le temps urgentes. D'accord. Et en fait, c'est un peu un geste de métier qu'on essaye de développer. C'est la réflexivité, l'analyse de situation, et qui peut guider après la stratégie de réponse à apporter. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le réactionnel. Je casse un peu peut-être l'image du CPE un peu pompier. Surtout pas dans le réactionnel. On est là pour vraiment construire et développer une démarche et une stratégie éducative adaptée à la situation. Donc, des fois, le plus grand défi, c'est de faire comprendre que malgré le sentiment d'urgence, il n'y a pas tant d'urgence que ça. Ou en tout cas, que notre urgence à nous est vraiment... nous diffère un peu d'une urgence vitale ou d'une urgence sur une temporalité plus longue. D'accord. Donc vous avez parlé du CPE pompier, donc un peu cette image stéréotypée, mais on peut aussi avoir l'image du CPE gendarme, jouant le rôle de police de l'établissement. Mais il faut sûrement avoir une bonne relation aussi avec les élèves pour les accompagner dans leur scolarité, les aider à surmonter peut-être certaines difficultés. Comment justement lier ces deux aspects du métier et réussir à lier quand même une relation de confiance avec les élèves ? Alors, comme vous avez dit, c'est une vision, le rôle gendarme. Donc ce n'est pas un aspect du métier. D'accord. C'est vraiment pas un aspect du métier. Tout ça, pourquoi ? Parce que si on est dans la gendarmerie, c'est une autre institution. L'institution de l'école, c'est un espace intermédiaire. On n'est ni un tribunal, ni une gendarmerie, ni une police. C'est un espace d'apprentissage. Et c'est un peu là peut-être que se joue l'enjeu professionnel, c'est de garantir cet espace-là déjà. Ensuite, c'est vrai qu'on attend du CPE, et ça arrange bien tout le monde, qu'on puisse devenir ou garder cet espace un peu, ou ce rôle de justicier, qui fasse un peu la police, ou en tout cas qui fasse régner l'ordre public ou l'ordre collectif. Et c'est une difficulté, parce que cette vision, elle persiste. Elle persiste, mais pas chez les élèves, parce que les élèves, eux, ils ont bien notion de la dimension éducative du métier, et quelque part, ils voient bien aussi, effectivement, on ne va pas le renier, on a cette organisation du service et des modalités d'accueil, de surveillance et d'accueil des élèves pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un développement derrière, il y a tout un développement de compétences qu'on cherche à faire développer chez les élèves, tout autant que nos autres collègues. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler au sein d'un collectif pour développer, s'appuyer sur toutes les ressources possibles pour permettre de développer de l'apprentissage. Et je crois que c'est là l'enjeu réel du métier. Et en même temps, quand on va sur ces dimensions-là, oui, il y a toujours une attente de régler les retenues, d'organiser, qui font partie, d'assurer un climat serein, mais pas que. Et on est loin que juste ce rapport-là. Ceci étant, ce rapport-là, il est bien accepté par les élèves à partir du moment qu'ils savent que c'est fondé sur des règles de droit, que c'est une autorité qui s'appuie sur le règlement, sur des droits, sur des devoirs, sur des principes et des valeurs qui sont importantes. Et je crois qu'à partir du moment que l'élève prend conscience et comprend ça, et qu'on soit, nous, dans l'explicite en termes de posture éducative, je crois que là, déjà, on a déjà toutes les conditions qui permettent de jouer sur cet équilibre et d'instaurer les meilleures conditions d'une relation éducative qui s'inscrit dans la durée. D'accord, oui. Voilà. C'est déjà un processus. Un peu plus clair. Mais vous avez sûrement vécu aussi des événements qui vous ont procuré peut-être de la satisfaction, par exemple la réussite d'un projet ou une petite victoire invisible. Pouvez-vous nous raconter cet événement ? Les moments de satisfaction, c'est surtout alors, dans l'accompagnement, dans les espaces d'engagement des élèves.
de les accompagner à ce qu'ils deviennent vraiment acteurs et pleinement auteurs. Et je donne un exemple alors d'un dernier événement qui était vraiment source de satisfaction. C'est qu'on avait, j'avais travaillé avec les élèves délégués de classe de 3e pour qu'ils construisent, qu'ils scénarisent la formation des élèves de délégués de 6e, 5e. À partir du moment que eux-mêmes deviennent auteurs et comprennent, enfin, qui s'impliquent réellement et qu'ils ont quand même une marge d'autonomie assez conséquente, qu'ils puissent aller développer des compétences d'animateurs, de formateurs, et qu'en plus ils s'inscrivent dans une dynamique de transmission avec les autres élèves. Je crois que c'était le plus beau moment enfin en tout cas pour cette année, mais des moments comme ça, c'est vraiment les moments de pleine réussite, c'est quand ils s'emparent de ce qu'on peut construire avec eux et qu'ils en transforment pour vraiment prendre des initiatives à leur tour. D'accord, oui, on voit. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le métier de CPE, que finalement on pensait connaître mais qu'on a redécouvert. Donc nous comprenons à présent mieux les enjeux qui se cachent derrière ce métier. Donc merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci de mettre en valeur comme ça nos métiers là, c'est chouette. Cette semaine, pour notre chronique initiative pédagogique, nous souhaitons vous parler du projet Actine. Actine, c'est un projet européen ambitieux qui est financé par la Commission européenne et qui rassemble un groupement international et multidisciplinaire issu de 7 pays. Des universités et ONG spécialisées dans la migration et l'éducation unissent leurs forces pour faciliter l'inclusion des enfants migrants à travers d'activités autour des langues et des cultures, de l'école et des familles. À l'Université de Strasbourg, c'est Andrea Jung, professeur d'anglais et de didactique des langues à l'INSPE et membre du laboratoire LILPA, donc linguistique, langue, parole, qui pilote cette aventure qui s'intègre également dans les axes de travail de l'ITIRI lyrique et s'effectue en collaboration avec le projet Ambition Langue de l'Académie de Strasbourg. Spécialiste de l'éducation plurilingue et des partenariats école-famille, elle coordonne les activités locales au sein de l'UNISTRA et l'équipe Actine qui est composée de Karina Alcatenet, Valérie Fialet, Justine Holzweiler, Laetitia Marie, Stéphanie Paul, Maria Simusina et Maria Zerva. Maintenant, qu'est-ce qui rend Actine si unique ? Andrea Jung et son équipe misent sur des méthodes innovantes. Le translanguaging. Le quoi ? Le translanguaging, c'est en gros l'utilisation flexible des langues des élèves. L'apprentissage par le contenu et des activités interculturelles pour renforcer l'autonomie, l'empathie, la réflexivité, la pensée critique et les relations humaines entre tous les acteurs, élèves, enseignants, parents et chercheurs. Le projet ne se limite pas aux salles de classe, il implique aussi les familles et les communautés locales, créant ainsi des ponts entre les cultures. Oui, mais les étudiants de l'INSPE dans tout ça ? Et bien justement, ils sont au cœur de l'initiative. Le projet est proposé par Andrea Jung aux étudiants de l'INSPE, qui rédigent leurs mémoires afin de les impliquer dans les activités. Ils participent notamment à la création de ressources pédagogiques telles que des podcasts, des vidéos ou des protocoles pour la plateforme open source du projet. Dans le futur, ce projet sera intégré ensuite dans certains enseignements en cours. En parallèle, il y a une collaboration étroite avec l'Académie de Strasbourg qui facilite les échanges avec 7 écoles élémentaires et 2 collèges, qui leur permet de tester des activités en classe et de se former à l'accueil d'élèves plurilingues. D'élèves quoi ? Attends, je rigole, je sais ce que c'est. Ok, c'est bon. Alors, pourquoi c'est une avancée majeure ? Parce qu'Actine ne se contente pas de former les enseignants d'aujourd'hui. Il prépare les pédagogues également de demain, tout en renforçant les liens entre les universités et les acteurs de terrain à travers l'Europe. Grâce à Andrea Jung, les étudiants de l'INSPE deviennent des acteurs clés de l'inclusion en alliant théorie et pratique sur le terrain. Bref, c'est un projet qui prouve que l'éducation, quand elle est inclusive, innovante et collaborative, peut changer des vies. Et ça, c'est une belle leçon à partager. Eh bien, merci Émilie pour cette chronique compréhensive. Je te remercie de J'espère que t'en auras appris plus. Tous ces mots compliqués. Passons du coup tout de suite à l'actu et aux événements étudiants. Cette semaine, nous souhaitons mettre en lumière un événement qui aura lieu le jeudi 30 avril 2026. L'INSPE organise officiellement l'inauguration des amphithéâtres Louise Weiss et Michel Tardy.
Pour l'occasion, 2 conférences sont proposées. Une première conférence aura lieu à 11h et sera elle centrée sur la femme qui a donné justement son nom à l'amphi. La conférence Louise Weiss, une femme d'épée, est proposée par Claire Lévon, agrégée et docteur en philosophie, enseignante à l'INSPE et associée à la promotion de la vie et de l'œuvre de Louise Weiss par la ville de Saverne. Une seconde conférence est prévue à 12h15 pour cette fois-ci rendre hommage à Michel Tardy et inaugurer l'amphi qui porte son nom. Cette conférence sera menée par Alain Jaillet et abordera le rayonnement académique de Michel Tardy. Les 2 inaugurations seront suivies d'un moment convivial en salle de réception. Si ces conférences vous intéressent, il faut vous y inscrire avant le 22 avril pour des raisons d'organisation. Vous trouverez tous les liens d'inscription dans la description. Bien 2 conférences à ne surtout pas manquer, on vous encourage fortement à vous y inscrire. Mais découvrons maintenant ce que nous propose cette semaine Simonet dans sa Minute Bien-être. Salut les amis, on se retrouve cette semaine aussi pour une nouvelle Minute Bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde en période de révision et qui est central pour les études, c'est la mémoire. Parce que les problèmes, ce n'est pas toujours de comprendre, c'est surtout de retenir ce qu'on lit. Et même si la mémoire peut apparaître comme un talent, qui est donné à certains mais à pas d'autres, la bonne nouvelle c'est qu'en fait la mémoire est un processus biologique et qu'il existe des stratégies très concrètes pour l'améliorer. Allons donc les lister. Première chose, arrête de tout faire en une seule fois. C'est ce qu'on appelle le bachotage. Ça donne une illusion d'efficacité, mais ça ne tient pas dans le temps. Ton cerveau retient beaucoup mieux quand tu espaces tes révisions. Donc revoir plusieurs fois à distance, ça force ton cerveau à reconstruire l'information et c'est ça qui la rend solide. Deuxième point, probablement le plus puissant, c'est se tester soi-même. Parce que relire, c'est un processus passif. Mais quand tu essaies de te souvenir sans regarder, là tu travailles vraiment. Même si tu te trompes, c'est utile. Chaque tentative renforce la trace en mémoire. On peut faire ça avec les collègues, si on bosse à plusieurs. Alors, si vous préférez être seul pendant vos révisions, vous pouvez par exemple demander à une IA de vous questionner sur l'argument, au lieu de lui demander de faire des fiches résumées ou de rédiger à votre place, ce qui est une très mauvaise pratique pour l'apprentissage. Troisième utile, visualiser. Ton cerveau adore les images. Si tu arrives à transformer une idée en schéma, en histoire ou en image mentale, tu multiplies les portes d'entrée pour y accéder plus tard. Sur ce point, je préfère m'arrêter là. On ira plus en détail dans la suite de cet épisode. Il a failli me piquer mon sujet, non mais ça va là. Ensuite, il faut accepter une limite. Ton cerveau ne peut pas gérer tout d'un coup. En moyenne, il manipule 3 à 5 éléments à la fois. Donc, quatrième point, regroupe l'information en blocs, ce qu'on appelle le chunking, c'est-à-dire faire en morceaux. Plutôt que retenir plein de petits éléments isolés, organise-les en structures cohérentes et regroupées par arguments. Cinquième point, et souvent négligé, le sommeil. On l'a déjà dit dans l'épisode numéro 2, dormir c'est très utile pour ta productivité. C'est littéralement le moment où ton cerveau consolide ce que tu as appris en transférant l'information vers la mémoire long terme. Et donc, pas de sommeil, pas de consolidation. Et enfin, dernier point, l'attention. Si tu révises avec des distractions, ton cerveau n'encode pas correctement l'information. Donc les problèmes, ce n'est pas que tu oublies ce que tu n'as jamais vraiment enregistré. Donc on élimine les distractions, on se met dans un vrai bulle de travail, comme on l'a vu la semaine dernière. Si on résume donc, espace ta révision, teste-toi activement, visualise, organise un bloc, dors et protège ton attention. Ça ne demande pas plus de temps ou d'efforts, juste une meilleure stratégie. Et ça peut complètement changer la manière dont tu apprends et surtout ce que tu arrives à retenir. J'espère comme toujours que ces outils ancrés dans la biologie vous aident à cartonner à vos examens. Je vous remercie pour avoir écouté et maintenant je passe le micro à Ryan qui a une petite histoire à vous raconter. Et oui, effectivement, Simonet, je vais commencer cette chronique par vous raconter une petite histoire, soyez attentifs. Imaginez que vous êtes dehors à Strasbourg et vous êtes en t-shirt parce qu'il fait très très chaud. Et c'est normal parce qu'on est au mois d'août. Vous marchez dans les rues et vous vous retrouvez à un arrêt de tram, parce qu'il y en a beaucoup à Strasbourg. Vous attendez que votre tram arrive et vous remarquez qu'avec vous, sur le banc de l'arrêt, se trouve un homme qui déguste une petite bière dans une chope minuscule pour se désaltérer. Le tram arrive, vous montez et vous vous rendez compte avec stupeur que l'intégralité des passagers sont déguisés en clowns. Mais à la place des longues savates que portent habituellement les clowns, ils portent tous des sandalettes, ce qui est très étrange. Derrière vous, il y a un vieil homme qui a du mal à marcher. Il claudique, comme s'il avait une épine enfoncée dans le pied. D'ailleurs, en fait, si vous regardez mieux, il a des épines sur l'intégralité du corps.
Vous frissonnez en pensant à la douleur que ce doit être et allez vous asseoir. Le tram part et tout se passe bien jusqu'à ce que soudain, un des innombrables clowns se lève, enlève son nez rouge, dévoilant une boîte d'allumettes. Il avait une boîte d'allumettes dans le nez, c'est bizarre. Il en craque une, le train prend feu, tout le monde meurt dans l'incendie, fin heureuse. Vous a plu mon histoire ? J'ai pas trop compris le but là. Oubliez-la. tu veux... Oubliez-la parce qu'aujourd'hui on va parler de tout à fait autre chose. Ça vous est tous déjà arrivé de ne pas réussir à retenir quelque chose d'important, comme une date, un nom, un acide aminé, ou que sais-je encore. Dans ce cas, vous vous dites peut-être que vous n'avez tout simplement pas de mémoire. Sauf qu'en fait, si. C'est juste que vous n'utilisez pas les bons outils pour retenir. Mais sachez que vous pouvez garder en mémoire à peu près n'importe quoi. Il y a des gens, des êtres humains, je précise parce que ça pourrait être difficile à croire, qui arrivent à réciter des dizaines de milliers de décimales de pi. C'est juste des chiffres. Hein. Ah ouais, chaud quand même. Ouais, Et vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez tous le faire. Mais pour ça, il vous faut la bonne méthode. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, vous pouvez utiliser les moyens mnémotechniques. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler d'une technique vraiment révolutionnaire qui va vous permettre d'apprendre n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Ça s'appelle le palais mental. Le principe repose sur le fait, comme disait Simonet, que notre cerveau n'est pas fait pour retenir des choses abstraites, comme des chiffres, mais plutôt des images. Pour ça, tu vas utiliser un endroit que tu connais par cœur, comme ta chambre, ta salle de bain, ou pour nous, cette salle de podcast, par exemple. L'objectif va être d'y intégrer des éléments très visuels, donc le plus incongru possible, qui vont te permettre, chaque fois que tu jettes un œil dans ton palais mental, de te rappeler de la chose que tu voulais apprendre. C'est grâce à cette méthode très simple que vous avez appris aujourd'hui les 5 premiers empereurs romains. Si, vous ne me croyez peut-être pas, mais juste à l'instant, dans l'histoire un peu bizarre que je vous ai racontée, il y avait ces 5 empereurs romains. Démonstration. Je vous ai dit que l'histoire se passait en août. Août, ça vient de Auguste, le premier empereur romain. Donc vous vous souvenez de Auguste. Le deuxième, c'est Tibère. Rappelez-vous, le monsieur à l'arrêt, il buvait une petite bière. Tibère. Vous avez l'image ? Ensuite, quand vous êtes rentré dans le tram, vous aviez plein de clowns, comme Caligula, parce que Caligula était complètement fou, là, vous savez. Et ils avaient des sandalettes, parce que Caligula, ça veut dire petite sandale. C'était son surnom quand il était enfant. Enfin, derrière vous, il y avait quoi ? Un homme qui claudiquait, pour Claude, le 4e empereur. Et enfin, vous avez Néron, par rapport au nez des clowns, et le feu, l'incendie dans le tram, parce qu'il a foutu le feu à Rome. Voilà. Ah ouais, mais purée, en fait, incroyable. J'avais pas fait le lien. Voilà, et si vous vous rappelez de cette histoire, vous pouvez tout à fait vous rappeler des 5 premiers empereurs romains. Et vous pouvez même continuer pour apprendre les quasi 100 empereurs que Rome a connus. Et d'ailleurs, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Bon courage. Allez, on s'y met. J'attends votre histoire avec impatience. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Les Voix de l'INSPE, le 9e. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et bon, vous l'avez compris, ce podcast, c'est un espace pour parler de la vie étudiante, du campus et de ce qui s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Atelier, avec un arrobas toujours, de l'INSPE, sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne pas rater les prochains épisodes. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, ces podcasts, c'est aussi les vôtres. Donc si vous avez une idée des sujets, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre les micros avec nous, contactez-nous. On se retrouve très bientôt dans les Voix de l'INSPE. Au revoir. Au revoir. À bientôt.